Ah, je m'y ferai jamais à cette connerie. Service des interludes, bonjour. Oui, c'est toujours ici, oui. Non, il y aura pas de youtubeur invité. Non, parce que là, c'est Jurassic World, c'est perso, c'est ma vie, c'est Jurassic World Dominion, c'est ma croix, c'est mon fardeau. Bref, oui, enfin non, il y aura personne. Non, effectivement. Cela dit, il y aura pas beaucoup de youtubeurs invités sur les prochaines vidéos non plus, hein. Comme la plupart du temps, c'est des films qui ont été vus peut-être par 5 personnes dans le monde. C'est pas trop l'intérêt. Voilà, c'est ça. Oui, je suis seul. Oui, c'est ça. Ouais, au revoir, bisous. Non, enfin, ou du coup, non, pas bisous. Mais... Putain, tu sais que lui, c'est dur aussi Jurassic en ce moment. Croire en une conclusion grandiose, symbole d'une trilogie passionnée et passionnante. Croire en l'écriture d'un amoureux de la franchise. Croire en l'ultime saga n'ayant pas encore connu maudit épisode de trop, m'amenant jusqu'aux portes du Grand Rex. Voilà tout ce que je pensais de Jurassic World Dominion au soir d'un 5 juin où, fièrement installé dans cette mythique salle parisienne, je pouvais enfin poser les yeux sur mon plaisir tant attendu, épilogue de la fresque la plus importante de ma vie. Et je peux vous dire qu'après l'intelligence et le récital non seulement visuel mais aussi narratif de Fallen Kingdom, Bayona offrant lettre de noblesse artistique à l'écriture de Trevorrow, ma confiance était inébranlable, défendant corps et âme cette dynastie et tentant même de répondre aux questionnements des haters sur la logique implacable de son histoire à travers beaucoup de vidéos sur le sujet. Et Pourtant, me voilà aujourd'hui à non pas réhabiliter Fresque brillante, mais bien à vouloir la peindre à nouveau, ne digérant toujours pas immense déception que fut cette expérience. Pas exempt de qualité, certes, notamment dans une première heure savoureuse et en accord total avec les promesses de Fallen Kingdom, mais dont la suite ne se résumera qu'à un enchaînement de scènes invraisemblables, parfois burlesques et consternantes au cœur de Biosyn, concluant son arc dans un statu quo ô combien frustrant. Là-dessus, et après de longues nuits blanches, m'est alors venue cette réflexion. Et s'il était possible de réécrire le temps d'une vidéo Jurassic World Dominion? Mieux, peut-on comprendre le fiasco Jurassic World Dominion? Prenez votre meilleur cacolac, un plaid saillant et une peluche de T-Rex. Aujourd'hui, nous revivons ce fameux monde d'après. Avant de dévoiler ma vision de ce final, et comme tout bon interlude qui se respecte, il est important de comprendre les raisons probables d'une telle mésaventure. Tout commence en 2014. Oui, alors que son premier acte n'est même pas encore sur nos écrans, un certain Steven Spielberg déclare à Colin Trevorrow qu'il souhaiterait que non pas un, mais plusieurs films voient le jour au cours des prochaines années. L'objectif étant d'établir franchise non pas dotée d'œuvres épisodiques, mais bien construite comme histoire à part entière. Pour Trevorrow, planifier une aventure et en connaître la fin est primordial dès l'origine du premier volet, afin de mieux adapter ses ambitions. Chris Pratt ayant été signé pour plusieurs films, il semble donc évident qu'au moins une trilogie verra le jour. La suite, vous la connaissez. Jurassic World, premier du nom, explose le box-office, réunit petits et grands autour d'une même renaissance, et il semblera dorénavant inévitable de voir franchise naître sous nos yeux. Plus tard, en 2018, et avant même la sortie de sa suite, Universal annonce développement officiel d'un troisième opus pour l'univers. Spielberg lui-même renouvelant Trevorrow à la réalisation, épaulé par Emily Carmichael au scénario. Quelques mois et 1,3 milliard de dollars de recettes plus tard obtenues par Fallen Kingdom, l'auteur ne souhaite pourtant pas s'arrêter en si bon chemin. La proposition évoquée à la fin de l'œuvre, voyant dinosaures enfin en liberté sur le continent, le pousse à raconter au mieux potentiel gigantesque d'une telle épopée. C'est ainsi que débarque le 15 septembre 2019 Battle at Big Rock, opposant Allosaur à Nasutoceratops dans une réserve naturelle, au beau milieu d'un camping. Acclamé par la critique, le projet fut tenu secret de longs mois par Universal et l'équipe de Trevorrow, travaillant en étroite collaboration sans même passer, par exemple, par des recherches de casting. L'objectif étant de donner vie à un cours prenant et inattendu, exploitant tout le potentiel de la franchise. Pour encore plus d'authenticité, et parce qu'il ne pouvait filmer de nouvelles séquences après son tournage, Trevorrow sélectionnera lui-même, par exemple, diverses vidéos YouTube dont Universal acquérera les droits afin d'incruster dinosaures à celle-ci, souhaitant offrir aux spectateurs sentiment de créatures peuplant nos régions,
et notre monde. 10 minutes d'un show époustouflant, à la mise en scène impeccable et bayonesque, donnant l'eau à la bouche pour la suite. Mieux, une opportunité pour le cinéaste de sortir des codes trop ordonnés du long métrage. Universal was asked, we'd be interested in doing a short, and I immediately just said yes, and ran out of the room. Don't change your mind. I can't believe you're letting us do this. For me, it was an opportunity to go back to the absolute core of what I love about Jurassic Park. And about the franchise in general. The movies that we make, they're for a massive global audience, and there's so many different people in the audience that have different needs from it, and then you need to please everybody. People love like really, really fast chases, and others like things that are slow and suspenseful like this. And so this was just one chance for me to do just here is just my dissertation on what I love about this franchise, in a single short. Everybody was just really down with finding a way to make sure that this was an actual surprise, and that in this moment, you never get surprises anymore. You never just get to wake up and, you're always sold something. It's always kind of shoved down your throat for weeks and weeks, and then finally you see it, and here was this opportunity to just have something you had no idea what you were going to watch, and you got to experience from start to finish. We didn't ruin any of it. I'll never get to do that with the movies. And so it was a gift for me. I loved being able to do that. Ce qui est drôle, c'est de se dire que le court-métrage a quand même failli être spoil par une gamme de jouets sortis peu de temps avant, avec justement des allosaures et des Nazutoceratops. C'est vrai que ça aurait été con. Le temps passe et nous nous retrouvons maintenant à l'aube d'une nouvelle décennie. Février 2020, marquant enfin début de la production réelle de Jurassic World Dominion, titre trouvé par le réalisateur afin de retranscrire l'idée d'une nouvelle souveraineté, celle des dinosaures, tout autant que l'envie de l'homme de contrôler la nature. Pour lui, ce dernier acte serait célébration de tout ce qui a existé dans la franchise jusqu'à présent, prenant Dershef son rôle très au sérieux. Mieux, il souhaite honorer la mémoire de Michael Crichton, écrivain des 2 romans Jurassic Park, en ne filmant pas guérilla urbaine de dinosaures terrorisant les villes. L'intérêt étant de montrer coexistence difficile voire impossible et non combat contre les dinosaures. Très vite, les informations s'enchaînent. Chris Pratt qualifiant le projet d'Avengers Endgame de la saga, pas le meilleur des teasings, mais qui ne tardera pas à se confirmer. En effet, s'il était évident d'annoncer avant même son développement que Star-Lord et Bryce Dallas Howard reprendraient leurs rôles respectifs, il ne fallut pas longtemps avant d'obtenir ce que bon nombre de fans espéraient. Retour de Sam Neill, Laura Dern et Jeff Goldblum, trio emblématique de Jurassic Park. Ils sont là. Je suis là et vous êtes là, j'en crois pas mes yeux. Ah, c'est carrément trippant. Hey, she's sweet, Margaret, so sweet. She's sweet. She's so sweet. And also, she's so... Oui ok, cette séquence piano des retrouvailles n'a strictement rien à voir, mais toujours bon de rappeler qu'on vit dans un monde où ces 3 êtres existent. Omar Sy, fierté nationale, rejoint également ses anciens potes de chambrée, tout comme B.D. Wong, Franklin Webb, Daniela Pineda ou encore Isabella Sermon. Alors que différentes rumeurs laissaient même imaginer retour de Jake Johnson et Joseph Mazzello, aka Tim Murphy, avant d'être abandonné. Trevorrow jugeant que suffisamment de retours avaient été signés. Équipe All-Star à laquelle il faut maintenant ajouter nouveaux visages, ce qui ne tarde pas à arriver. DeWanda Wise dans le rôle de Kyla Watts, Mamadou Hati pour Ramsey Cole et Campbell Scott, comédien reconnu de la scène américaine, reprenant l'énigmatique Lewis Dodson, non seulement présent dans Jurassic Park, mais également l'un des principaux antagonistes des œuvres littéraires de Crichton. Ah, et au cas où vous vous demanderiez pourquoi on n'a pas repris l'acteur original Cameron Thor issu du premier Jurassic Park, disons qu'après un petit peu de prison pour agression et viol sur mineur en 2009, on a tendance à dire next. Bien moins remarquable que lors des opus précédents, à l'exception d'une partition finale somptueuse, nous retrouvons toutefois encore Michael Giacchino à la bande originale du film. Au sein du conseil technique, le célèbre paléontologue Jack Horner, présent sur l'ensemble des projets jurassiques jusqu'à présent, est cette fois remplacé par Steve Brusaite, spécialisé dans l'anatomie et l'évolution des dinosaures. Thème important pour un opus souhaitant plus de liens avec les idées scientifiques modernes et une subtile balance entre réalisme et effroi. Trevorrow, quant à lui, regarde une multitude de documentaires animaliers afin de retranscrire de façon plausible comment se comporteraient les dinosaures dans notre monde. Localisation, environnement, style de vie, rien n'est laissé au hasard. L'idée n'étant pas d'envahir le globe de dinosaures, mais bien d'apporter réalisme, justement, à cette cohabitation. Le ton est donné, et ainsi commence le tournage de Jurassic World Dominion un certain 24 février 2020, après différentes retouches scénaristiques travaillées avec ses comparses. Séparés en 4 zones bien distinctes, à savoir le Canada, Malte, Hawaï et les studios anglais de Pinewood, ils ne disposeront que d'une centaine de jours pour l'ensemble de l'œuvre,
très court étant donné le projet, et pire encore, éparpillé tout au long de l'année à cause d'un léger détail relou impactant le tournage, j'ai nommé Covid-19. Et nous verrons que via de nombreux aspects, ce chaos ambiant expliquera énormément de choses quant aux déceptions du produit final. It's a mountain of work. It's 100 days of shooting, but to do that during the pandemic is an extra challenge as well. So, I mean, it's actually a minor miracle that we were even able to shoot this movie at all. Sortie repoussée d'1 an, tournage stoppé dès le mois de mars, repris en juillet, achevé en novembre, le tout accompagné d'environ 40 000 tests antigéniques, 150 stations de désinfection, 1800 panneaux de sécurité, un établissement médical et 5 millions de dollars supplémentaires dépensés par Universal afin d'assurer la sécurité de tous. Et c'est même pas une vanne, hein. C'est les vrais chiffres. C'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés. Jurassic World Dominion avait pourtant grandes ambitions. La première étant évidemment promesse d'une coexistence nouvelle s'offrant à nous, comme via moult séquences à Malte, jugée par Sam Neill comme l'une des plus grandioses de la saga. Après la réussite Fallen Kingdom, Trevorrow et son équipe travaillèrent également d'arrache-pied afin d'obtenir le plus grand nombre d'animatronics jamais vus dans la licence. Et pour cause. Pratiquement chaque dinosaure du film se voit offrir son pareil robotique, dont certains, comme le Dilophosaure ou encore le Dimetrodon, seront exclusivement filmés à l'ancienne. C'est pas moins de 18 animatronics qui seront donc créés par John Nolan, ILM se chargeant, comme à leur habitude, des effets spéciaux, tantôt complets, tantôt jumelés à des maquettes. Pas toujours au niveau des anciens, mais retour aux sources faisant plaisir, et pas qu'aux simples spectateurs. When we were asked to do this, we assumed with the level of advancements in CGI, it would be amazing and digitally enhanced, but we worried, you would lose that proximity. And thanks to Colin really wanting to go back to the feeling of the original film, complete this story with that same tactile, incredible gift of the animatronics, he has John Nolan creating genius and magic with a team of extraordinary artists, painters, puppeteers, and you walk on set. T'es craquante. Oui. Alan, je ne m'en lasserai jamais. And are either completely disgusted or in awe, or both. And sometimes it's magical and so sweet, and sometimes it's your worst nightmare. Chaos d'infortune, tournage plaisant mais compliqué, équipe divisée en deux, pas loin de 6 heures de rush selon Sam Neill, faut bien reconnaître que le long métrage n'est pas aidé. Et voilà que le plus grand ennemi du cinéaste fait alors surface. Les studios. Car comme Trevorrow l'affirmera peu de temps après la sortie de son bébé, clamant déjà promesse d'une version longue, si la quarantaine fut agréable, passant du temps avec ses comédiens et leur demandant même opinions créatives sur leurs personnages, Goldblum et consorts ayant adoré travailler avec le cinéaste, la post-production fut-elle, selon lui, tout bonnement affreuse. Obligé de voir son introduction devenir simple métrage indépendant, sorti comme par hasard en juin 2021 dans l'unique but de rappeler à l'audience existence de la saga en salle. Parce que lol, faut quand même indemniser le décalage Covid d'1 an et, d'un point de vue marketing, faire payer au public un ticket pour Fast and Furious 9. Prologue ne servant alors que de bonus aux séances IMAX de Dominique Toretto. Pire, sa version initiale de 190 minutes se verra presque coupée de 3/4 d'heure à des fins commerciales. Rendre un film moins long, même si contre la volonté du cinéaste, permet plus de diffusion, et donc plus d'entrées, plus d'argent, idéal pour un blockbuster visant le milliard. Si le reste opus le plus long de la saga, 146 minutes au compteur, c'est toutefois 14 de moins que la version longue, et bien moins encore donc que celle imaginée à l'écriture. Et enfin, des effets spéciaux parfois à la ramasse comparés à Fallen Kingdom, flagrant quand on parle par exemple de Blue, car post-produite et concoctée en plein Covid, avec une équipe réduite et désorganisée. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais quand tu mates Bayona, on dirait que sur certains plans, Dominion fut sorti 5 ans plus tôt, détail pouvant se constaté à de multiples reprises dans l'œuvre, étonnant quand on repense à la qualité visuelle incroyable du prologue. Peut-être travailler plus en profondeur, car, via toutes les raisons exprimées plus tôt, alors moins pressé par le temps. Vous l'aurez compris, quand Jurassic World Dominion sort en juin 2022 sur nos écrans, Trevorrow l'affirme, il dut faire de très nombreuses concessions pour livrer version à peine similaire à son idée originelle, admettant que son film perdait grandement en âme,
en qualité et même en compréhension de l'intrigue. Faire des films est une histoire de compromis et de choix difficiles, termine-t-il à l'annonce d'une version longue sortant avec le Blu-ray. Peau neuve ne faisant pas pour autant de Dominion un bon film, mais toutefois un meilleur, appuyant ses quelques qualités, ne serait-ce que de par son prologue, ses trames narratives plus en lien avec l'ambition première de la trilogie, dinosaures dans notre monde et autres scènes supplémentaires développant les liens entre personnages. Merde quoi, l'introduction définitive est juste dantesque, et sans cette nouvelle perspective, certaines scènes ne termineraient même pas de la même manière, comme l'idée de voir un Parasaurolophus sauvé dans sa version cinéma, mais finalement capturé dans l'original, offrant rampe de lancement pertinente au braconnier Reine de la Cour. C'est genre archi important, putain. Office national des eaux et forêts. On doit déplacer ce dino pour sa propre sécurité. Les critiques seront donc extrêmement négatives lors de son exploitation. Même s'il passe difficilement les 1 milliard de recettes en 15 semaines de diffusion, les spectateurs tout comme la presse dénoncent. Nullement épique, ne respectant pas les promesses de son prédécesseur, au visuel parfois daté, désacralisant ses personnages cultes et au scénario oscillant entre loufoque, grotesque et, dans son dernier acte, ridicule. La poésie de ses séquences enneigées, quelques soubresauts de mise en scène et le marché noir de Malte étant alors unique lot de consolation. Et vous savez quoi ? Ils avaient raison. Une tragédie, d'autant plus quand on pense au potentiel initial de l'œuvre et à l'ensemble du marketing proposé. Mention spéciale au spot publicitaire des Jeux Olympiques d'hiver, mêlant dinosaures à réels athlètes médaillés. De mon côté, si une longue analyse de l'œuvre est disponible sur la chaîne, je ne cacherai pas cruelle déception, vous renvoyant à ma critique, mais aussi à ces simples mots, regardez la version longue. Plus structurée, plus agréable, conforme à l'ambition de son cinéaste, et creusant d'autant plus l'écart entre une première partie riche et une autre complètement lamentable. Enfin allez, lamentable à 2 scènes près, ambiance suffocante du Therizinosaure, et premier duel réaliste paléontologiquement parlant et visuellement soigné du Giganotosaure contre le T-Rex cachant la misère. Maintenant la question est, peut-on faire mieux ? À moi de jouer. Ah oui, au fait, je précise quand même, je dis pas que cette version sera meilleure que l'autre, c'est simplement ma vision du film telle que je l'imaginais après Fallen Kingdom, après un tas de conversations avec des tas de gens, et aussi épaulé par ce qu'a fait Colin Trevorrow sur Jurassic World Dominion, sur quelques scènes ou quelques situations. Voilà, il n'y a pas de prétention majeure, de toute façon c'est un film que l'on verra jamais, de la production au script. Je préfère te le dire. Car oui, avant même de compter ma narration, il est important de décrire les fondements permettant à Dominion de voir le jour. Ainsi, dans ma vision idéale de l'œuvre, ce n'est plus 165, mais 215 millions de dollars que les studios insuffleraient. Une base solide et réaliste, voire même très solide, bien que moins imposante que certains projets comme Avatar. 1 an de travail supplémentaire serait également attribué afin de gérer au mieux post-production de l'œuvre, pour une sortie cette fois en juin 2023. Prendre son temps quand on pense qualité demeurant pour moi fer de lance d'un long métrage réussi. Si je garde Colin Trevorrow à la réalisation, ayant un temps pensé au maître, Steven Spielberg, même si impossible, il serait accompagné d'Oscar Fora et de son équipe à la photographie, ayant effectué travail formidable sur Fallen Kingdom, l'idée étant de continuer impact visuel proposé précédemment et parfaitement adapté à une conclusion de saga. Pour la durée, je respecterai ici envie avortée du cinéaste. 190 minutes, soit 3h10 de film. Long certes, mais obligatoire quand on pense à un épilogue aussi important. À savoir qu'au-delà du film d'action classique, celui-ci serait également étudié dans un axe politique, environnemental et culturel. Exit montage épileptique et enchaînement sans âme de péripéties, je pars du principe que les plus grands opus de la saga eurent toujours nombreuses réflexions sur la place de l'homme, son avidité, son envie de contrôle, son lien avec la nature et la façon dont celle-ci pourrait reprendre ses droits, les aspects génétiques, sociétal et donc politique devenant alors parmi les enjeux phares d'une œuvre sérieuse. Enfin, Michael Giacchino serait évidemment de retour à la bande originale, même si plus riche, et dont le thème final deviendrait thème principal de l'œuvre. Du côté des personnages, quelques changements sont à souligner. Au revoir Ramsey Cole et Sonoya Santos, mais bonjour Sarah Harding, Julianne Moore revenant au cœur d'une des principales séquences de l'œuvre. Lewis Dodson serait également de la partie mais totalement retravaillé, PDG d'un biocine radicalement différent, là où
Kayla Watts serait-elle aussi plus en lien avec la saga? Pilote oui, mercenaire également, mais se focalisant sur le transfert des derniers dinosaures d'Isla Sorna vers de fortunés acheteurs. À savoir qu'évidemment, l'arc des saisons 4 et 5 de Camp Cretaceous avec Manta Corp n'existerait pas dans mon lore, tout autant que le complexe biocine de Dominion. Oubliez aussi twist génétique inutile et ridicule de la mère de Maisie, Benjamin Lockwood demeurant créateur sordide de sa fille disparue dans ma version. Du côté des nouveaux dinosaures, en effet, force est de reconnaître que Dominion fut malheureusement enchaînement de scènes vides de sens et ne questionnant même pas façon cohérente de voir apparaître nouvelles espèces. Idem concernant les explications de leur pourquoi dans le monde, à 2 phrases près. Raison pour laquelle, hormis Giganotosaure, Therizinosaure, Dimétrodon, Lystrosaure et arrivée inédite du Protoceratops, aucun nouvel animal ne se verrait apparaître dans le film, laissant plus de place à véritable travail autour d'eux. Blue se verrait offrir scènes plus soignées et Rexy aurait enfin utilisation majeure à la gloire de son personnage, ouvrant et concluant cette odyssée, Trevorrow n'ayant jamais su, à mes yeux, sublimer son emblème dans ces 2 films. L'objectif étant simple, offrir arc pertinent et sortie mémorable au moindre dinosaure, tout comme au moindre personnage, et ce peu importe le temps d'antenne. Et puis, sait-on jamais, pour peu que je me décide à quelques retours. Enfin, il est important de resituer contexte d'entre-deux films afin de rendre l'ensemble plus clair, information que l'on imaginerait par exemple dévoilée lors de la scène post-introduction du film. Dans mon scénario idéal, les dinosaures seraient beaucoup plus nombreux, car capables de se reproduire via le même procédé ADN que Beta expliqué par Henry Wu. Bon, je vous avoue que c'est un peu facile dans le script, mais raccord avec les 2 précédents opus. Quelques-uns auraient été récupérés illégalement d'Isla Sorna, là où plusieurs compagnies présentes ou travaillant avec les acheteurs du manoir Lockwood, à la fin de Fallen Kingdom, auraient, tout comme le redouté Wu, eu connaissance des travaux génétiques et autres embryons revendus lors des enchères, créant alors multitude de dinosaures et parfois nouvelles espèces. La situation serait donc la suivante. Une multitude de dinosaures dans le monde, revendus ou créés à travers le globe tout au long des années ayant succédé Fallen Kingdom, des marchés noirs, de la vente interdite, de nouvelles races ultra dangereuses et un gouvernement totalement dépassé. Seuls les USA, via leur force des eaux et forêts, tenteraient de remédier à la situation de façon claire en capturant certains dinosaures en liberté, les plaçant au cœur de réserves naturelles ou en les éliminant quand celles-ci s'approchent trop des villes, attirant foudre des protecteurs de l'environnement. Après plusieurs émeutes de militants, notamment à la Maison Blanche, le meurtre des dinosaures fut donc interdit, même si le braconnage illégal, lui, se veut toujours prohibé, mais actif. Voilà, messieurs, dames. Les bases sont plus que jamais posées, maintenant fermez les yeux et imaginez. Le long métrage démarre tout comme la version longue. Crétacé supérieur, aspect documentaire, dinosaures à la surface du globe, mais duel non pas entre T-Rex et Giganotosaure, paléontologie oblige, mais bien Albertosaure, ayant vécu non loin l'un de l'autre, et dont les dernières recherches dévoilent que les premiers-nés tyrannosaures auraient pu vivre sur la fin de cette époque. S'ensuit victoire du T-Rex, moustique se posant sur l'animal avant de s'envoler, faisant revenir la caméra 65 millions d'années plus tard. À l'instar du prologue, Roberta sème le chaos dans un drive-in, terrorisant l'audience, un hélicoptère derrière elle. Parvenant cette fois à s'échapper, n'étant pas capturée par l'homme, elle disparaît à travers l'écran géant de cinéma. L'impact amenant transition brutale où le visage d'un homme en gros plan se relève, comme si le montage nous faisait croire qu'il avait entendu l'événement. Nous voilà cependant dans une somptueuse campagne du sud de la France. Ici, le calme, et un coucher de soleil illuminant l'horizon. Ne vient à nos oreilles que le bruit des cigales aux abords d'une petite métairie où séjourne Barry Semben, aka Omar Sy. La scène se joue sans la moindre musique ni le moindre dialogue, et au rythme lent. Celui-ci travaille dans son jardin, puis ramasse un journal où la couverture fait écho d'une fuite de dinosaures mortels à Nîmes, des suites de combats clandestins dans une fête foraine. Conscient de la bêtise humaine d'une telle situation, Barry s'indigne, avant qu'un bruit résonnant dans les hautes herbes, face à lui, ne le mette en alerte. Inquiet, reconnaissant ses crissements entre mille, il se saisit d'un fusil de chasse avant de se voir traqué, dans le non-dit, par ces créatures lointaines. Sans les distinguer, toute la séquence passant par le regard de Barry, il se verra à la suite d'un moment suffocant mourir dévoré par une meute de dilophosaures, faisant alors apparaître titre de l'œuvre Jurassic World Dominion. Mort inattendue et surprenante d'un personnage principal, posant les bases d'un chaos inéluctable. Le ton est donné, silence dans les rangs. Le premier acte du film se veut sensiblement comparable à la trame originale. Après une analyse de la situation et des dinosaures dans le monde par une journaliste, comme dit plus tôt dans ma production idéale, nous retrouvons Claire et Zia sauvant plusieurs espèces de fermes illégales,
ici composé de Stygimoloch et de Pachycephalosaurus. Car oui, en parallèle, Franklin est avec une autre équipe dans un désert proche de Las Vegas, assistant à une course de stock car opposant voitures blindées à Nasutoceratops, Taurosaurus et Triceratops. Après avoir constaté le désastre, voyant dinosaures abattus si trop blessés, il libère alors l'ensemble des captifs restants, causant la fin de ce cirque clandestin. Après une discussion entre Claire, Zia et Franklin le jour suivant, tous défaitistes quant au bien-être des animaux, c'est au tour d'Owen de faire son apparition. Chasse identique au Parasaurolophus, poésie d'un instant enneigé, et apparition de Reine de la Cour à l'instar de la version longue, le braconnier récupérant le dinosaure. Ensuite, les choses se verront quelque peu différentes. Après son escapade en ville et sa rencontre avec deux apatosaures, nous devinons Maisie rentrer chez elle, retrouvant Claire et Owen. Incapable de se définir comme véritable être humain, elle se considère de trop et, à l'instar des dinosaures, incapable de trouver sa place. S'ensuit discussion forte en développement de personnages et retour de Franklin et Zia, dont nous apprenons leur poste à la protection des animaux pour le gouvernement. Cela dit, s'ils sont présents, ce n'est pas pour un état des lieux, mais pour annoncer la mort de Barry, qui travaillait également avec eux en Europe. Owen est alors dévasté, ne parvenant plus à croire en ce qu'ils font. Le monde semble promis à sa propre perte. Dans le même temps, Maisie, ayant profité des débats pour filer à l'anglaise, assiste à l'enlèvement des raptors par Delacour, après séquence poétique et douce entre Blue et Beta, tout comme le filmait Trevorrow. Avertissant Owen, Claire et leurs invités, toujours sur place, Franklin confie du fait que Delacour était dans le viseur européen depuis longtemps, braconnant des dinosaures pour l'un des plus gros marchés noirs mondial sévissant à Malte. Si Blue et Beta sont quelque part, c'est sans aucun doute là-bas. Maisie fait alors promettre à Owen de ramener les raptors, ayant communion particulière avec Beta, ce qui ne fait que confirmer l'intention première du comportementaliste animalier. Retrouver Delacour, c'est aussi respecter la mémoire de Barry. La scène suivante pourra surprendre, mais reste identique à Dominion. Dans l'ouest du Texas, un immense essaim de sauterelles attaque jeune fille et son frère dans une grange, et Ellie Sattler faisant alors son entrée. Ex-paléobotaniste devenue chercheuse éco-environnementale et biologique, elle travaille sur ces mystérieuses espèces qui, depuis plusieurs semaines, meurent les unes après les autres après avoir dévoré dizaines et dizaines de champs agricoles. Pire, il semblerait qu'elles aient en elles pathogènes apportant maladies touchant l'homme, empoisonnant les cultures, certains animaux, fait également remarquer avec différents cas de dinosaures approchant trop près des habitations, entrant alors en contact avec l'homme et, parfois, les contaminant. Si les médias n'en parlent pas, c'est bien car quelques morts furent même déclarées, étouffées par le gouvernement jusqu'à plus ample preuve. Ellie révèle également premier indice, ces cas ne seraient pas dus à la rencontre d'animaux ayant quitté Nublar, mais systématiquement à de nouvelles espèces. Ayant besoin d'un œil plus objectif, elle se tourne vers Alan Grant, toujours professeur dans le Montana. Séquence le voyant beaucoup plus se confier sur sa solitude, sur leur passé, avant d'arriver à conclusions identiques. Leur regard se tourne vers Biocine, géant de la génétique, dont ils supposent toujours travaux sur des dinosaures. De retour à Malte, Owen et Claire sont accompagnés de Franklin dans un arc quasi identique au film, même s'il développerait beaucoup plus quotidien des hommes avec les dinosaures dans ce qu'il a de plus sombre, de plus cynique, se prenant pour Dieu face à une nature innocente. Après observation des lieux, ils débarquent dans un immense complexe abritant combats de dinosaures, ventes et même tortures et jeux d'argent. En chemin, Claire croise la route de Kayla Watts, sortant tout juste d'une discussion houleuse avec Reine de la Cour, ayant refusé de lui vendre mystérieuse cargaison d'Isla Sorna. Via cet échange, tout autant que le précédent, le spectateur devine animosité bien ancienne entre les deux mercenaires. Touché par le discours de Claire, ayant loupé de l'air de peu et envahi d'une rancune viscérale envers lui, elle leur indiquera donc chemin à suivre pour le stopper. Bien aidé par l'équipe de Franklin opérant à l'extérieur, Owen retrouve donc sa piste, et le combat intervient comparable à l'al. Provoquant chaos dans le marché, Allosaure et Carnosaure Owen poursuit de la cour, le neutralise, celui-ci admettant travailler pour un certain Dr. Wu. Blue et Beta ne seraient pas là, mais à New York, dans un complexe payé par Biocine. Avant d'être dévorés par un baryonyx, à l'instar du long-métrage, il confie toutefois avoir dernière surprise pour eux, Blue et Beta n'étant pas les seuls raptors qu'il avait l'intention de côtoyer. C'est alors qu'en lieu et place des Atrociraptors, voilà que sortent de 4 containers déverrouillés d'un coup de feu par Delacour, les Raptors de Jurassic Park 3, tout juste ramenés par Kayla Watts pour une autre transaction, ceux-là même qu'il souhaitait racheter. S'ensuit course-poursuite identique à travers la ville, sans la moindre bande originale, entre Owen à moto, Claire et Kayla en voiture, et cette meute de raptors mâles à la crête symbolique. Owen passant même à travers certains bâtiments comme un musée d'histoire naturelle avant de rejoindre Claire et Kayla dans son avion,
quittant Malte via le même spectacle que Dominion, mais offrant caméo réaliste, original et plutôt savoureux à l'opus de Joe Johnston. À New York, justement, Alan et Ellie, de par le pouvoir de cette dernière, rendent public leur découverte sur l'implication de biocine, menée par Lewis Dodson dans la presse. Sauterelles, dinosaures, contamination, mort, s'il ne s'agit que de spéculation, tout y passe. Procès étant même demandé par Grant et Sattler afin de faire bouger les choses. Nous nous retrouvons ensuite dans les bureaux de Dodson pour son entrée en piste, observant couple de ptéranodons ayant fait leur nid au sommet de l'Empire State Building. Étrangement calme et raisonné alors que tous ses actionnaires demandent explication, il souhaite prise de parole et tribunal exceptionnel afin de plaider sa cause devant le monde entier. Pendant ce temps, Claire et Owen, avec l'aide de la CIA, retrouvent Henry Wu, ayant fait d'un immense sous-sol new-yorkais centre de recherche de fortune. En ces lieux, couveuse, expérimentation, bébé dinosaure mort, dossier d'archives datant d'Isla Nublar et même une réplique de volière conçue originalement pour Jurassic World. Le tout dans un état déplorable, comme si plus personne n'avait travaillé ni vécu ici depuis des lustres, hormis Wu lui-même. Blue et Beta en cage, quand le scientifique devine les deux comparses arriver, il ne cherche pas à se défendre. Pire, nous voyons là homme brisé, démuni, comme dévoré par ses ambitions et son amour irascible pour ses créatures. C'est ici que l'un des twists les plus importants du film intervient. Wu confirme avoir été récupéré par biocine après le fiasco de l'Indoraptor, Dodson lui ayant fait vivre son rêve, innover encore et toujours. Mieux, il lui permit exclusivité et recherche de pureté absolue, biocine souhaitant génome complet afin de les vendre et les exporter à travers le monde, et ce peu importe l'utilisation. Nouveau business ne prenant qu'à pas du gain, fer de lance d'un Dodson n'ayant Dieu que pour asseoir sa compagnie au sommet du marché biologique mondial. Ces études l'amenèrent donc à la création de nouvelles espèces, qui, si pures génétiquement, entraînèrent toutefois complications. Oui, ces dinosaures fabriqués en masse furent porteurs de maladies pathogènes mortelles pour l'homme, impactant certaines faunes, flores et santé directe de l'être humain sur le long terme. Virés par biocine, souhaitant sauver la face, les sauterelles furent donc sa première création, comme un test ayant échoué, car mourant les unes après les autres. Phénomène rétabli avec ces nouveaux dinosaures, mais toujours porteurs d'une maladie incurable qu'ils n'avaient alors pas encore décelée lors de leur création. S'il regrette ses conséquences, Wu ne semble en aucun cas endeuillé par la culpabilité ou le remords, embrassant alors côté savant fou que Jurassic World lui avait offert. Mieux, il est l'une des représentations philosophiques des mots de Malcolm dans Jurassic Park, se hisser sur des épaules de génie et créer sans prendre compte des conséquences. Souhaitant échapper à son sort, lâche, il ouvre la cage des raptors afin d'être poétiquement dévoré par ses propres sujets. Tout comme, finalement, son envie le dévora, un ultime sourire sur le visage face à Blue qu'il jugea continuellement comme son plus bel ouvrage. Owen endort l'animal et son petit, faisant promettre alors à Kayla, également avec eux, de les ramener en Californie. Intervient alors séquence majeure de l'œuvre, Main Square. Alors que de plus en plus de malades sont répertoriés aux USA et en Europe, un immense tribunal se met en place, où les agissements de Dodson sont enfin révélés. S'il tente de clamer son innocence, les propos de Grant, Sattler, accompagnés par le retour de Malcolm, témoignant quant à son statut et son passé avec l'univers Jurassic Park, se font entendre. Celui-ci serait évidemment bien plus proche de son personnage cynique du Monde Perdu et de Fallen Kingdom, continuant son évolution et entamant discours impressionnants sur le chaos, l'inéluctable disparition de notre monde, captivant l'audience et reprenant quelques thématiques de son discours face à de jeunes généticiens dans Dominion, probablement seule réplique intelligente du film. Ayant eu écho de cette initiative après avoir rencontré Wu, Owen et Claire s'invitent eux aussi à la fête, confirmant les révélations. Si Dodson pense œuvrer pour le bien commun, la recherche et la science, il sera donc dévoilé que biocine fut responsable d'une grande partie du marché noir des dinosaures, de vente, de trafic, de nouvelles espèces, de shows clandestins, dont l'un d'eux se déroulerait même actuellement à Central Park. Pire, biocine aurait conclu plusieurs accords au préalable avec des acheteurs du manoir Lockwood afin de faire développer ses ventes. Le PDG de biocine rappelle également aux agissements alarmants de John Hammond et Benjamin Lockwood, promettant que la volonté de son industrie fut toujours de se dresser contre InGen, un mensonge de plus pour l'homme ayant toujours souhaité voler les découvertes de ces derniers. Pour les jurés, cette enquête nécessite toutefois plus de preuves, notamment celles de données scientifiques, de tests sanguins ou de recherches via zone de nidification ayant lien avec biocine, stoppant la séance pour une durée indéterminée. Dodson, lui, se voit mis à pied de sa compagnie. Sortant de la salle toujours aussi confiant, il appelle aussitôt ses bras droits afin de détruire le plus grand nombre de preuves possible. Cherchant moyen de convaincre les juges et inquiet quant au sort de l'humanité, les dinosaures devant impérativement être rapatriés dans une zone neutre,
nous assistons également aux retrouvailles tant attendues entre Malcolm, Grant et Sattler, accompagnés du casting de Jurassic World. Après continuité de développement de leurs personnages, c'est ici qu'une idée interpelle la star du rock, proposée unique personne capable d'apporter preuve concrète de ce conflit, ayant continué à étudier comportement des dinosaures après leur arrivée sur le continent, Sarah Harding. Une transition s'effectue et on la retrouve dans les forêts de Salt Lake City, suivant et étudiant chemin de transhumance d'ankylosaures et échappant de peu à un couple de thérizinosaures. Malcolm et elle étant toujours ensemble, leur histoire se veut quelque peu dévoilée, apprenant qu'ils ont un enfant, que Kelly séjourne en Australie depuis de nombreuses années, avant d'exposer problématiques actuelles, Harding admettant qu'un de ses prochains travaux permettrait sûrement d'élucider la question. Oui, celle-ci indique que les services d'eau et forêt, avec qui elle entretient étroite collaboration, l'auraient appelé pour un cas inattendu, présence de 10 métrodons dans les Everglades, ayant décimé une grande partie de la faune locale, en particulier crocodiles américains. Une fois déplacement effectué avec Malcolm, par avis de cette nouvelle aventure, c'est dans un style filmique cauchemardesque, sans pour autant tomber dans l'action, que toute cette opération se filmera. Harding parvient à récupérer quelques échantillons de salive, de sang et un œuf dans un nid abandonné, après les avoir étudiés de près et très soigneusement, en profitant pour sonder la carcasse d'une panthère de Floride que plusieurs dimétrodons venaient de chasser. Preuve aussitôt vérifiée et validée par les scientifiques et les juges, retrouvant des traces du pathogène découvert chez l'homme, dimétrodons ayant bien été créés par Biosyn. Problème, il ne semble pas y avoir de remède à cet empoisonnement, l'homme ayant tant œuvré à s'autodétruire qu'il semble responsable d'une disparition massive imminente. C'est alors qu'un bruit sourd intervient. Des gens hurlent, paniquent, déambulent. Plusieurs personnes quittent le tribunal, en trombe, tombant nez à nez avec un gigantesque stégosaure perdu en plein Times Square, sous la neige. D'une scène douce et poétique, certains s'émerveillant, arrivent police et unités d'élite, tirant sur les jambes de l'animal et enfonçant Treuil dans ses pattes afin de le faire tomber à l'aide de camions et ainsi l'éliminer, sous les yeux larmoyants de Claire. L'homme devenant une fois de plus le plus grand mal de la franchise. Mais voilà maintenant qu'une multitude de dinosaures déferlent, probablement échappés d'un enclos clandestin, et de façon beaucoup plus dangereuse. Filmé en plan séquence et même s'il ne s'agit que d'herbivores, le carnage est total. Très vite, on ne tarde pas à en trouver la cause. Ce n'est pas une attaque, mais un troupeau en panique. Un giganotosaure vient se mêler au débat. Son agressivité et les nombreuses marques sur son corps indiquent à Owen qu'il devait être retenu captif et dans l'obscurité, probablement en hangar, sans nourriture et sans eau. Dodson en profite pour prendre la fuite, attendu par une voiture de service, et c'est maintenant via cette scène qu'une des morts les plus impactantes aura lieu. Héroïquement, Malcolm meurt dans un dernier regard à sa compagne, faisant diversion afin de permettre aux autres de s'enfuir par une petite ruelle après séquence dantesque. S'ensuit fondu au noir, succédant au hurlement. 8 mois s'écoulent. Si l'humanité est encore partiellement armée, plusieurs plans dessinent villes maintenant désertiques, la maladie ayant fait son œuvre. New York, Los Angeles, Paris, Londres, Tokyo, autant de villes devenues fantômes et en proie aux dinosaures. Si encore armé et pas totalement à l'âge de pierre, à l'instar d'œuvres comme La planète des singes ou Le règne du feu, scénario assez similaire au premier cité, l'homme est contraint de vivre barricadé, dans des camps, des zones sécurisées, subissant conséquences de leurs actes. Non, il n'y aura pas eu de combat, mais bien coexistence impossible et pouvoir génétique l'amenant à sa propre déchéance. Nous retrouvons alors 3 hommes dans une Jeep, l'un d'eux gardant casquette et masque cachant son visage. Sur une route forestière, il manque de renverser un sanglier, à seulement quelques mètres de ce qui semblerait être camp de base de fortune. Sortant de piste, la voiture s'écrase dans un gigantesque nid, jusque-là non identifié. Constatant les dégâts sur la voiture, inutilisable, le pilote tente de rejoindre son campement, mais se fige aussitôt. Un bruit sourd l'interpelle. Un pas faisant trembler la terre, celui d'un couple de tyrannosaures. Dévoré peu de temps avant son collègue, le 3e homme, toujours dans la voiture, tente de s'échapper, mais se retrouve pile face aux œufs sur lesquels il trébuche et s'écrase accidentellement. Alertant les parents dans une colère noire, il se voit envoyer valser dans les airs, la caméra dévoilant alors un Lewis Dodson ensanglanté, grisonnant, barbe saillante, finissant comme dans l'œuvre Le Monde perdu, hommage à Michael Crichton, dévoré par ses propres ambitions. Ambition nommée Tyrannosaure. De retour avec nos héros, Owen, Claire, Maisie, Ellie, Grant, Kayla et d'autres rescapés se sont isolés dans des campements au sein de montagnes californiennes. Commençant à voir venir dinosaures toquer à leur porte, Kayla propose alors solution radicale.
pour assurer la survie de l'espèce, seuls de rares endroits sans dinosaures sont toujours actifs, notamment certaines îles, le spectateur apprenant par exemple exil de Franklin et Zia en Islande, l'une des rares à n'avoir jamais eu de dinosaures répertoriés sur ces terres. Autre issue possible bien connue de l'aviatrice, les nouveaux complexes d'Isla Sorna, l'être humain devenant ironie de lui-même et devant se parquer après avoir parqué les dinosaures, idée retenue de David Kruger, voix française de Chris Pratt, lors d'un entretien avec ce dernier. Paradoxalement l'un des derniers endroits clean, car n'ayant plus eu contrôle ou création de dinosaures depuis des lustres. Quelques-uns acceptent, d'autres refusent, dont Alan Grant acceptant les conséquences de la stupidité humaine. Dans une dernière scène émouvante avec Ellie, la paléobotaniste souhaitant se rendre sur Sorna afin de sauver ses enfants, il décide de prendre une autre route, se dirigeant vers son campement du Montana de Jurassic Park, là où tout a commencé. Sans famille, sans héritage, ayant tant donné pour ne pas souffrir de sa solitude, il reconnaîtra un vide dans son existence que plus rien ne pourrait combler. Et qu'hormis Ellie, son seul amour restera ce à quoi il se compare, les ossements. Embarquant dans une voiture en direction de l'ouest, les autres, eux, se dirigent vers Sorna. En chemin vers la côte, là où Kayla entrepose son avion, ils doivent dorénavant traverser ce qui serait l'une des plus grandes scènes du film. Un ancien parc d'attractions immense et en ruine, à l'ambiance austère et post-apocalyptique, spécialisé dans les shows illégaux de dinosaures. Claire et Owen inspectent les lieux et se rendent compte qu'il est maintenant domicile de l'attraction principale de cet ancien parc. Un spinosaure. Autre surprise, probablement estampillé biocine. Effrayant le groupe, le voilà qui passe à l'action. Danger immédiat, quelques victimes et un nouveau bruissement déchirant le ciel. C'est là que Rexy, resté près des côtes, débarque, s'offrant ultime combat dantesque. Les humains s'échappent, les deux animaux luttent pour s'offrir statut de prédateur dominant et d'un coup de mâchoire, Roberta élimine son homologue après plusieurs coups mortels. Alors que les hommes trouvent enfin chemin de l'avion, montant à bord avec Kayla, la caméra se braque sur Owen et Claire, Ellie revenant auprès d'eux, l'ancien visage de la saga venant prendre la jeune femme dans ses bras, consciente des remords que celle-ci doit avoir, ayant œuvré à cette nouvelle ère jurassique. Consciente que les revendications de Malcolm, Grant et elle-même ne suffirent pas à sauver ce monde. L'ensemble des rescapés d'école dans un silence glaçant. Arrive alors, accompagné par le thème final de Michael Giacchino et les mots de Malcolm dans le premier Jurassic Park, les dernières images du film. Claire, Owen, Maisie, Kayla, Ellie, ses enfants et d'autres survivants à Isla Sorna, tentent tant bien que mal de survivre. Grant, lui, observe une dernière fois ses sites de fouilles, dans sa caravane du Montana, une photo d'Ellie sur le frigo. Sortant prendre l'air, il pose son chapeau, fermant la porte une dernière fois. Un final en ermite, coïncidant avec l'astronome devenu astronaute, et comme contraint à une vie à la fois douloureuse, mais aussi profondément mélancolique. Blue et Beta demeurent toujours dans les forêts californiennes, la matriarche lui apprenant à chasser un protocératops, reprenant leur célèbre pose archéologique de leurs ossements en hommage à la science. Franklin et Zia, en Islande, ont trouvé refuge dans une ville ayant gardé presque l'ensemble de ses habitants. Sarah Harding partit rejoindre Kelly en Australie, les autres enfants de Malcolm n'ayant pas survécu à une pandémie touchant l'ensemble du globe. Les quelques images de fin de Jurassic World Dominion sont également reprises, de Parasaurolophus accompagnant chevaux à Mosasaur sublimant scène poétique avec des baleines. La vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, elle renverse toutes les barrières, conquiert de nouveaux territoires. Il n'était pas question de faire naître ou non dinosaures avec de bonnes ou mauvaises intentions, mais bien d'être effrayé par notre propre pouvoir et par cette déextinction amenant à notre perte. Fameux flingue dans les mains d'un gosse trop arrogant. Oui, nous avons permis et même précipité ce bouleversement de la nature, finissant par reprendre ses droits. La vie trouve toujours un chemin. Long métrage finissant sur Rexy, au sommet d'une colline, poussant un dernier hurlement avant de succomber à ses blessures. Alors oui, peut-être que cette version ne vous plaira pas. Oui, peut-être même que, de mon côté, elle évoluera avec le temps. Peut-être qu'elle semble parfois facile ou peu cohérente, mais vous avez au moins idée de comment j'aurais conclu la plus grande saga du cinéma, ou au moins la plus grande saga de mon existence. La tâche ne fut pas facile, j'espère que vous l'apprécierez au moins autant que ce fut le cas de mon côté, via un exercice de style ô combien difficile. Mais n'oubliez pas que oui, messieurs, dames, la vie trouvera toujours son chemin. Au jeune âge, on apprend la consommation. On rend flou la limite entre avoir et être. Bien avant d'en maîtriser la conjugaison, on complique ce que fera voir le maître. Puis quand celui-ci met en place des bases, expande et en démol, pose leur...